Le frère, il demande une journée type d'un étudiant. Ça va dépendre de plusieurs personnes. La première chose, au Marquez, les sessions ne sont pas toutes à la même heure. Il y a des frères qui ont cours le matin. Et qu'est-ce que le matin? Il y a des frères qui ont cours à 7h, d'autres à 9h, d'autres à 11h. Il y a des frères qui ne dorment pas, c'est la nuit, ils dorment le matin. Mais la nuit, ils étudient. Donc, te donner une journée type en termes d'horaire, c'est toi qui pourrais répondre à la question. Mais maintenant, qu'est-ce que l'étudiant il fait? Le talib, il veille à aller au Marquez dans un premier lieu. Lorsqu'il a fini d'écrire son cours, il rentre. Soit il choisit de réviser son Marquez directement après être rentré du Marquez, soit il le laisse à plus tard. Il révise ses kalimat. Il ne coupe pas son lien avec le Coran. Il ne coupe pas son lien avec le Coran. حتى أن تحفظ آية واحدة. آية واحدة هي آية. La personne elle ne coupe pas son lien avec le Coran, même si tu apprends un seul verset. Un seul verset, ça reste un verset. Alors que zéro, c'est zéro. Donc, le frère, il fait son marquez, il fait ses révisions. Son Coran, il ne le coupe pas. Et si le frère, il a la capacité, il a le temps sur ses journées, parce qu'il est bien organisé, il a la langue arabe, son temps libre, il fait ce dont il a besoin. Par exemple, s'il a des difficultés sur le kalimat, s'il a du temps libre, il fait en sorte que son temps libre là, il l'utilise pour ce dont il a besoin. Le frère, il a du mal avec l'i'rab, l'analyse grammaticale. Ton temps libre, tu l'utilises dans ce dont tu as besoin. Et bien évidemment, les savants. Mais souvent, les savants, c'est court entre Maghreb et Isha. وهكذا. والله أعلم. تفضل يا أخي. وعليكم السلام. Le merkez, il est ouvert aux femmes et aux enfants ou que aux hommes? أحسنت. عفوا. Le merkez, il y a des marakez qui sont ouverts pour les femmes et pour les hommes. Et des marakez qui ont que pour les hommes. Wallahu a'lam, ce qui concerne les femmes, de ce que j'ai entendu, Markaz Diya, pour les femmes, c'est un très bon Markaz. Markaz Diya. Ensuite, concernant les enfants, ça va dépendre de son âge et sa maturité. Ça va dépendre de son âge. Et des fois, tu peux te retrouver en classe, il y a un petit de 7 ans qui étudie avec toi. Après, ça dépend de ce qu'on appelle enfant. Si c'est des enfants de bas âge, il y a 4, 5, 6 ans, souvent c'est des hadana. C'est des hadana. Il y a des genres de petites écoles, de crèches. Et c'est des choses différentes. Mais souvent, parmi les marakis qui acceptent les femmes, Allahu alam, Markaz Furqan, Ibana, ou Diya. Parmi les marakis qu'on a sur la sunna. Allahu alam, عند النساء, j'ai pas. تفضل يا أخي. Moi, si tu comptes rester un an, il te faut combien à peu près financièrement? Financièrement, Si tu comptes. ala hasab, ça va dépendre du markaz que tu fais. Ça va dépendre du quartier que tu habites. Ça va dépendre de est-ce que tu es marié. Souvent, une personne qui fait markaz Rasil, au Furqan, taqriban, vu que c'est le même prix, et qui habite un quartier comme Touba Ramli, Wallahi ra'ayna, on a vu que peut vivre avec 200 euros par mois. Une personne qui est en colocation avec 4 frères, par exemple. Et un frère marié, c'est différent. Souvent, le frère marié, ça dépend des modes de vie, etc. Mais souvent, le frère marié peut vivre avec 500 euros. وحتى هذا أخي j'ai peut-être vu un peu loin. Attention, le coût de la vie il est très bas, mais l'argent il va très vite. Subhanallah. L'argent il va très vite. Et ça se passe quand on va dans un pays où le coût de la vie il est très bas. Mais souvent, une personne pour ça, on a un état liban. Des fois, il y a des frères qui partent avec 3 000, 4 000, 5 000, 6 000. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est mieux. Alhamdulillah. وهكذا. والله أعلم. وفيكم. تفضل أخي. Est-ce que l'étudiant en Merkez a le temps de faire un barnamij en caché ou le meilleur pour lui c'est que ça soit entre Maghreb et Aïcha? Wallah akhi, le frère il demande est-ce que l'étudiant qui fait un Merkez, il a le temps de faire un barnamaj avec Mashayikh. Barnamaj, vraiment barnamaj, il y en a 2. Barnamaj, pas des cours vraiment. Cheikh Walid, Cheikh Abou Hazim. Barnamaj yani. Wallah, les frères qui sont chez le Mashayikh qu'on a vu, la plupart ils sont Merkez. Mais subhanallah, Ibana, 4 heures de cours ça va être lourd. Souvent, les frères qui étaient Ibana, moi il y a un frère qui était avec moi Ibana, et je lui demandais pourquoi il venait pas chez le Mashayikh, il m'a dit Akhi, je peux pas, c'est trop lourd. C'est normal, 4 heures c'est énorme.
2 heures de langue arabe avec la révision à la maison, alhamdoulilah, yakfi. Mais maintenant, une personne qui fait son markaz, wallahi, qu'elle a le temps de faire les cours avec le mashayikh. Après, ça va dépendre aussi. Ça va dépendre de la qudra de la personne. Mais par exemple, Cheikh Walid Bourdadi, c'est son barnamet 2 fois dans la semaine. Cheikh Abou Hazim 2 ou 3. Wa hakada. Alhamdoulilah, si on a vu des frères qui le font et que nous on l'a fait, c'est que c'est possible. Mais ça demande une bonne organisation. Afwan. Est-ce que tu as des témoignages de sœurs avec enfants de bas âge yani, qui est apte à pleurer, déranger la classe, qui a profité vraiment des marquaises? Non. Je vais demander, Inch'Allah. Wallah, mais à cause de l'akhawat, j'ai pas de sens là-dessus. Ce qui concerne l'Égypte des sœurs, je sais pas. Afwan. Je vais demander, Inch'Allah. Qu'est-ce qui peut rassurer un parent pour un départ? Ahsant. Qu'est-ce qui pourrait rassurer un parent pour son départ? Est-ce qu'on peut demander à mon père? Wallah, des fois, les parents, ils ont des inquiétudes, elles peuvent être différentes. L'inquiétude, la plus répandue souvent, c'est par rapport à la subsistance. Après un métier. L'étude de la science et apprendre un métier, c'est pas des choses qui peuvent pas être ensemble. La personne, elle peut joindre les deux. Elle peut même apprendre un métier avant d'aller en Égypte. Et souvent, ce que les savants ils recommandent. Tu viens en Égypte avec un métier que tu peux utiliser. Yani. Et pour cela, essaye d'avancer dans des projets et de lui montrer ce que tu fais. Mathalan, si le parent il n'est pas rassuré sur tout ce qui est métier, subsistance, etc. Tente des choses, avance dans tes projets et montre-lui que tu avances. J'ai ouvert ça, j'ai tenté ça, wa hakada. Yani, tu le montres que tu tentes des choses, je trouve que c'est rassurant. Et également, il y a un parent qui peut avoir peur par rapport au fait que l'Égypte. Yani, quand ils entendent l'Égypte, subhanallah, ils peuvent faire le lien entre les terrorisme, etc. On est l'inverse du terrorisme. Mais tu le rassures avec ton bon comportement. Et tu n'hésites pas à lui montrer des vidéos de l'Égypte. Tu lui montres des vidéos de tes frères qui t'envoient le markaz, le masajid, mashayikh. Lorsqu'une personne elle va profiter avec des frères, elle va sortir au restaurant, elle lui envoie des vidéos. Yani, c'est rassurant. Je dis mon fils, alhamdoulilah, il vit. Tu lui montres les bons moments que tu passes avec les frères. Tu vas passer des bons moments avec les frères. Pour rassurer, tu lui montres les beaux paysages que tu vois. Wa hakada. Et chaque personne a connaît son parent et essaie de quelle façon elle se doit le rassurer. Tafadal. Moi, ma question elle concerne justement la gestion du temps de l'étudiant après les cours. Combien de temps donner aux révisions pour être ni laxiste ni extrême et pour pouvoir justement être discipliné dans la durée, ne pas en faire trop au début ou pas assez et pouvoir avoir du temps libre pour faire son sport, des activités, etc. Quand est-ce que tu vas savoir est-ce que tu as révisé ce qu'il faut pour la journée? C'est lorsque par exemple un frère il va te questionner sur ton cours d'aujourd'hui, tu peux le répondre directement. Ton cours du jour il est maîtrisé. Souvent, tu fais un cours d'1h30, tu révises au minimum 1h30. C'est le minimum. Et 1h30 ça peut faire peur mais c'est rien du tout. Et des fois il y a des cours qui vont être plus faciles que d'autres. Et sache que de ce que moi j'ai pu, de ma personne, et ça peut être différent, 70%, si tu as compris ton cours pendant le cours et tu as été attentif, à la maison ça va être facile. Si tu as été attentif pendant le cours, les futilités, tu n'y prêtes pas attention, tu es concentré pendant le dars, le Ustad il parle, tu écoutes, le Ustad il écrit, tu regardes, à la maison ça va être simple. Donc maintenant, de dire de toi un laxiste ou que tu exagères, c'est toi qui te connais, est-ce que ton dars, c'est vraiment bon, tu l'as compris, tu l'as fini? Si tu pourrais l'expliquer à un frère, par exemple un frère qui a un moussawa en dessous de toi, tu pourrais lui expliquer ton cours d'aujourd'hui. Souvent, ça veut dire que ton cours d'aujourd'hui, il est compris, alhamdoulilah. Wa hakada. Tafadal. Est-ce qu'avec le visa tourisme, on peut exercer un travail là-bas en Égypte en parallèle avec les études? Ahsant. Sur la carte, c'est écrit que c'est pas autorisé. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas autorisé? Tu ne peux pas travailler là. Ça veut dire que tu ne travailles pas avec une entreprise égyptienne. Maintenant, l'Insan, par exemple, il a une formation, il maîtrise un métier. Subhanallah, jazakallah khayra akhi. Il y a un groupe Telegram que tout le monde se doit d'être dedans,
التعاون بين الإخوة في مصر. L'entraide entre les frères en Égypte. Dans ça, je vais l'ouvrir. Il y a plusieurs sections. Tu as la section générale, la section Marakiz, parce qu'il pose des questions. Est-ce que le Markaz il ferme exceptionnellement? Parce qu'il y a des Marakiz qui ferment, des fois aussi, j'ai oublié de le dire à Fouane, quand il y a des Dawrat de Sheikh Raslan, alhamdoulilah, les Marakiz, Furqan Rasil Faqat, pas Ibana, ils ferment pour que les professeurs et les étudiants ils vont profiter. La Dawrat de Sheikh Raslan. Ça, c'est une parenthèse que j'ai oublié de dire. Tu as général, Marakiz, Iqama. Iqama, c'est ce qui est la résidence. Les cours scientifiques, le logement, la vente de bagages, parce qu'il y a des frères qui voyagent, ils vendent leurs valises, l'achat et vente, et ça c'est important. Ça peut, pour une personne qui a un commerce, souvent elle rentre dans ce groupe-là, achat et vente. Et elle propose sa tijara, son commerce. Et également, restaurant et nourriture, santé et services de frères en Égypte. Il y a des frères, par exemple, qui ont une entreprise dans la réparation de clim. C'est ici qu'ils vont propager leur métier, etc. Donc, est-ce que tu n'as pas le droit de travailler? Oui et non. Oui, parce que cette carte ne te permet pas de travailler avec une entreprise égyptienne. Lakin, tu pourras travailler avec ton métier. Si tu maîtrises le commerce ou un métier manuel, etc., etc. Et souvent, alhamdoulilah, ce groupe, il est très très profitable pour cela. Il y a une personne qui a besoin de quelque chose, elle rentre dans ce groupe. On est 8800 frères. Et il y a un groupe de sœurs. Je ne sais pas sans combien, mais quelques milliers également. Groupe de frères, groupe de sœurs, pas mélangé. Hakada. Celui qui n'a pas le groupe, il vient me voir à la fin, Inch'Allah. Est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui a fini à Marrakech de travailler dans une entreprise égyptienne? Comme ça, il a le visa, je sais pas s'il y a un visa de travail quand tu travailles. Est-ce que je le conseille de travailler dans une entreprise égyptienne? Comme ça, tu as le visa, peut-être travailler, tu sais, reste peut-être pas longtemps. Après, ça va dépendre de plusieurs choses. Le frère il demande est-ce qu'on conseille à une personne qui a fini son marquez de travailler avec une entreprise égyptienne pour avoir un visa. Ça va dépendre des projets. Si une personne veut faire talib al-ilm à fond, et qu'elle veut faire sa tijara, son métier à côté, visa tourisme, yakfi. Et tu peux ne pas avoir peur pour cela. Mais maintenant, est-ce que je conseille de travailler dans une entreprise égyptienne pour avoir le visa? Non, je ne sais pas. Je ne connais pas. Tfaddal. Après, tu peux me dire combien il fait le visa tourisme de 6 mois? Ahsant, jazakallahu khayran. Barakallahu fik. Le visa tourisme de 6 mois, j'ai oublié de citer, il fait taqriban, il varie entre 100 et 130 euros. Taqriban 115 euros. Ça va dépendre du taux de change, etc. En mettant 115 euros, vous avez les 6 mois de visa, Inch'Allah. Tfaddal. Je disais qu'il y a deux ambassades justement pour le visa. Il y en a une où on a plus facilement le visa de 6 mois et qu'il fallait vivre dans certains quartiers. Quels sont ces quartiers? Alhamdulillah, maintenant, tu as 6 mois dans les deux, Inch'Allah. Ah, ok. C'est vraiment, c'était au début, c'est une nouvelle ambassade, ils n'accordaient pas 6 mois pour les touristes. Là, alhamdulillah. Et souvent, si tu viens en Égypte, le quartier que tu vas habiter, tu vas être forcément dans la nouvelle ambassade qui se trouve au Nouveau-Caire. Allahu alam. Mais alhamdulillah, maintenant les deux, tu as 6 mois, Inch'Allah. Hakada. Tafaddal. Et pour le quartier, c'est plus cher si on veut trouver un logement par exemple à 10 minutes à pied du Merkez, Ça va dépendre de ton marquez. celui que tu as dit. Marquez Rasil. Marquez Rasil et à Sakhar Quraysh. Sakhar Quraysh, sans surprise, ce n'est pas le quartier le plus développé. C'est un quartier vraiment charbi. C'est un quartier, beaucoup le peuple, beaucoup d'Égyptiens. Est-ce qu'on conseille le frère d'habiter là-bas? Là, c'est rempli de frères de certains frères. Mais à côté, Tobaramli, tu as à peu près 15 minutes à pied, 5 minutes en tuk-tuk. Tuk-tuk, c'est des petites voiturettes que la personne elle paye quelques centimes ou 1 euro pour se déplacer jusqu'au Merkez. Elles sont disponibles à chaque fois. Tobaramli, et tu viendras me voir, Inch'Allah, pour que je donne vraiment bien le nom du quartier. Yakfi, Inch'Allah. Et il est proche du Merkez. Souvent, les Marrakech, alhamdoulilah, ils ne sont pas espacés. Ils sont proches les uns les autres. Naam. Tfaddal. Stratégiquement, c'est arriver là-bas sur place, par exemple avec une famille, ça serait avoir anticipé la réservation d'un appartement
faut jamais faire sur place. L'iqama, c'est des choses, la résidence, c'est des choses qui se font sur place. Par contre, le logement, c'est des choses qui se font à l'avance. Alhamdoulilah, dans le groupe que j'ai cité, il y a une case logement. Et même en dehors de cela, il y a plusieurs groupes de frères qui en ont fait, alhamdoulilah, un business. C'est l'immobilier. Ils vont vous prendre en vidéo les appartements et ils vont vous les détailler. L'adresse de l'appartement, la composition de l'appartement, c'est-à-dire combien de chambres, est-ce qu'il est meublé ou non. La personne, elle prend l'avance sur ça. Elle envoie un message au frère et ils se mettent d'accord en avance. Comme ça, lorsque le frère il arrive en Égypte, alhamdoulilah, il n'a pas de difficulté à rentrer dans un appartement, Inch'Allah. Tfaddal. Et c'est quoi les ruses et arnaques à éviter là-bas? C'est un peuple qui aime énormément la religion d'Allah, na'am, mais c'est un peuple qui aime beaucoup l'argent. Ils vont toujours essayer de trouver un moyen pour te faire rentrer dans une mu'amala, maliya. Ils vont essayer de te faire rentrer dans une chose où tu vas devoir payer de l'argent dedans. Souvent, au début, pour une personne qui ne parle pas arabe, elle reste avec des frères qui parlent arabe. Et si souvent tu vois et que tu ne parles pas arabe, un Égyptien qui vient te parler, il te propose une chose, si tu n'as pas bien compris ce qu'il t'a proposé, refuse. Refuse. Il se peut qu'il te propose une bonne chose, mais par doute, tu refuses parce que tu n'as pas compris ce qu'il t'a proposé. Parce que si tu acceptes, ensuite, il va te dire tu as accepté ce que je t'ai demandé. Que ce soit par exemple le fait de prendre un taxi et de lui dire que je vais là-bas, et lui il te dit un prix, et toi tu ne l'as pas compris, tu as dit oui. Il va te le reprocher si tu ne payes pas ce prix. Souvent également, ruse et arnaque. Alhamdoulilah, souvent ça tourne autour de ça. Souvent ça tourne autour de ça. Et souvent la personne, plus elle grandit en langue arabe, plus elle est préservée de ce genre de choses-là. Naam. Tfaddal. Du coup, Ibana, on le finit en 1 an. Et pour les autres Malkaises où on a 2 heures par jour, ça prend 2 ans, du coup, si j'ai bien compris. Ibana, tu finis pas forcément 1 an. Une personne qui commence par exemple au premier niveau, on est entre 1 an et demi et 2 ans également. 1 an et demi. 1 an et demi. Et les autres niveaux, si une personne on dit qu'elle saute les niveaux de l'alphabet et qu'elle fait tout, ça va être à peu près 2 ans. Et plus, elle prend de l'avance ici, avec un marquez ou avec un prof, et elle saute un moussawa, elle saute 1 mois et demi. Un moussawa c'est 6 semaines, elle saute 1 mois et demi. Donc Rasil Taqriban, ça va être autour de 2 ans. Et ceux où on n'a que 2 heures par jour, ça prend plus, du coup. C'est 2 ans justement. Ah, c'est 2 ans. Ouais. Parce que Rasil, il y a beaucoup plus de moussawa qu'Ibana. Ibana, ça va jusqu'au moussawa 8. Il y a un moussawa ou 2 moussawa d'introduction. Moussawa muqaddima ou tamhidi. Avant le moussawa awal, avant le premier niveau. Naam. Et sur 1 an, on peut estimer avoir quel niveau à peu près? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que. Il faut vraiment attendre les 2 ans pour Non. comprendre tout ça? Là. Lorsqu'on questionne une personne qui a commencé de 0, mais qui a fini un marquez, à quel moment tu as compris? Souvent, déjà ça va dépendre entre les frères. Des frères qui comprennent plus vite que d'autres. Il y a des frères qui ont été plus mujtahid. Un frère qui a été sérieux dans l'apprentissage de ses mots, il va comprendre plus tôt qu'un frère qui n'a pas appris ses mots. Souvent, akhi, taqriban, ou ça va 5, 6, il comprend bien. Bien, yani pas tout. Mais il commence à s'asseoir chez le mashir de façon yani régulière où il comprend une khutbah. Allahu a'lam. Naam. Après, le Mustawa, il dure combien de temps, généralement? 6 semaines, 1 mois et demi. Naam, tous les mustawa, que ce soit dans tous les marakiz. Naam. Pour les programmes religieux, je te dis, il y a celui de Cheikh Abou Hazim, Cheikh Abou Walid. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et c'est lesquels tu recommandes pour un débutant? Un débutant, il n'y a pas que. Quand je dis programme religieux, c'est vraiment une classe, etc. Mais il n'y a pas que ça comme cours. مثلا pour les débutants, facile à comprendre. Cheikh Safwat, étudiant de Cheikh Raslan. Il est au Markaz Daya, c'est le directeur. Il fait cours. Souvent, ces cours ils sont faciles à comprendre. Il articule très bien. Cheikh Walid, également, il a une bonne pédagogie avec les Français, puisqu'il en a plein. Cheikh Abou Hazim, également, facile à comprendre. Et maintenant, c'est les machines qui sont faciles à comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un lien avec les savants, comme Cheikh Khalid, Cheikh Adel Saïd. Au minimum, la khutbah. Le minimum, c'est la khutbah, tu l'as fait chez un savant. Cheikh Adel Saïd, Cheikh Khalid Athman, au Caire, parce que c'est les deux qui sont présents. Mais souvent, le débutant, ça dépend ce que ça veut dire débutant. Une personne qui commence à comprendre, alhamdoulilah, des fois elle va penser que le shir il parle en français.
Parce que c'est des kalimat qui vont au markaz. Et surtout, si la personne la lit dans les kutub religieux, elle s'efforce à les traduire. Et subhanallah, barakallahu fik. Un conseil, lorsque vous apprenez des mots, évitez de les traduire en français. Apprenez-les en arabe. Apprenez les synonymes du mot. Ou apprenez l'image. Alhamdulillah, Markaz Rasil, vous regarderez, Inch'Allah, sur le site. Il y a les images. Il y a l'image d'une. Barakallahu fik. Le frère, il va montrer une chemise. Il aura écrit chemise. Il y aura l'image de la chemise. Donc la nasiha, c'est ne traduisez pas en français à chaque fois. Parce que votre compréhension sera française. Et des fois, si ta compréhension est française, tu ne vas pas tout comprendre. Donc un frère qui s'accroche Inch'Allah, apprendre les kalimats en arabe, ben justement, les mashayikh, il va les comprendre plus facilement, Inch'Allah. Les programmes, on peut les continuer en ligne. Naam, ahsant. Alhamdulillah, tous les programmes, il y a un canal du Cheikh, il partage les cours du jour. مثلا Cheikh Walid, à sa classe, il y a un frère qui s'occupe d'enregistrer le cours et il envoie. مثلا usul al-thalatha, dars al-awwal. Trois fondements, premier cours. وهكذا. La personne qui voyage, alhamdulillah, elle ne coupe pas son lien. Et c'est pareil pour Cheikh Abou Hazim, Cheikh Safwat, وغيرهم من المشايخ. تفضل. On peut arriver n'importe quand dans l'année, il n'y a pas une rentrée spécifique pour commencer au niveau débutant, tout ça, ou il y a certains Souvent, je sais que Cheikh, مثلا, je sais pas c'est comment le hal de Cheikh Abou Hazim, ou plutôt j'avais questionné un frère pour rentrer dans le barnamaj de Cheikh Abou Hazim, et j'avais raté les premiers livres, j'étais pas présent. Et le frère il a dit, selon ton niveau, plutôt le mas'oul, celui qui est responsable, selon ton niveau, tu passes les imtihanat, tu passes les examens, tu vas passer les imtihan sur par exemple usul sunnah, sur des kutub comme ça religieux, là on parle d'une personne qui a fait des choses avant. Elle peut rentrer en plein milieu. Une personne débutante, la Cheikh Walid, la dernière classe qu'il a ouverte, c'est pendant Ramadan, ou ba'd Ramadan, après le Ramadan. Moi je sais que dans ma classe, il y a 5 classes. Je suis l'avant-dernière, avant la nouvelle. Normalement il n'accepte plus de frères. Il n'accepte plus de frères. Dans la nouvelle, je sais pas, il faut questionner les frères. Mais il me semble qu'il y a encore des frères qui rentrent dans le programme. Naam, tafadhal. Pour savoir, est-ce que faire la Umrah de là-bas, d'Égypte, c'est meilleur, c'est plus facile que de faire la Umrah de France? Akhi, Une personne qui est déjà là-bas. wallahi, il y a une grande différence entre les deux Umrah. Une Umrah de France, une Umrah de France, une Umrah d'Égypte, c'est pas pareil. Alhamdulillah, lorsque tu fais une Umrah d'Égypte et tu rentres de la Umrah, tu es en Égypte. Tu es à la mosquée, 5 prières à la mosquée, tu as ton lien avec le mashayikh, le markaz. Akhi, tu fais une Umrah de France, tu rentres, tu es en France. Tu rentres, tu es en France. C'est un choc. Ce que je voulais dire en fait, c'est. Alaykoum salam. C'est quoi le meilleur? Genre par exemple, moi je suis là-bas. Le moins cher, le plus rapide. Le moins cher, le plus rapide, ça reste l'Égypte. L'Égypte, 2 heures de vol sans escale. Et le billet, ça va dépendre de la période. Il va tourner entre 100 et 300 euros. Aller-retour. Naam. Pour les programmes, il y a aussi pour les femmes, c'est pas même écouter les programmes. Naam. Je sais que Cheikh Walid, il fait des dawrat. Récemment, il a fait une dawra sur les 4 règles pour les sœurs. Là, il va ouvrir pour les 3 fondements. Il fait des dawrat comme ça, souvent. Maintenant, est-ce qu'il y a un barnamaj des sœurs qui suivent Allahu a'lam. Faudrait questionner. Naam. Et du coup, pour les merkez aussi, pareil, on peut rentrer n'importe quand dans l'année. Bien sûr. Chaque mois, il y a des niveaux 0 qui. Naam, c'est exactement ça. Une personne, par exemple, qui doit rentrer en Moussawa 4, il a le niveau pour rentrer en Moussawa 4, il va arriver au markaz, ils vont te faire passer le test d'évaluation. Ils vont voir ton niveau. Et toi, tu lui demandes, je veux tester le Moussawa 3. Ils vont te passer les imtihan, le Moussawa 2, pour savoir est-ce que tu as le niveau de rentrer en Moussawa 3. Et tu fais les imtihan. Peu importe quand est-ce que tu arrives dans l'année. Si tu as réussi, tu rentres. Et les sessions se renouvellent tous les 1 mois et demi. Naam. Trop drôle. Le frère il a posé la question si je peux faire un barnamaj en même temps que le marquez. Ah oui. Je voulais demander c'est parce que de quel mustawa que ça devient profitable le barnamaj. Je comprends. Wallah, akhi, les frères, les questions sur à partir de quel mustawa, tout ça, ça dépend tout le temps de la personne. Le moustaïd. Je donne un exemple. Je connais un frère, Taïbana, il est en Temhidi. Il a commencé le markaz. Il était chez le mashayikh. Et parce que le frère, il comprenait déjà un minimum, en faisant des cours ici,
lorsqu'il arrivait, il comprenait déjà un minimum. C'était profitable pour lui. Et des frères, ils vont tout le temps chez les mashayikh, ils sont en Moussawassi, ils ne comprennent rien. Donc souvent, wallah, ça dépend. Mais si, moi de ce que j'ai vu des frères, souvent, je n'ai pas envie de donner la réponse. Je ne sais pas, tu verras, Inch'Allah. Allahu alam. Naam. Est-ce qu'il y a des marakis aussi pour le Coran ou est-ce qu'il faut des professionnels? Il y a les deux, les marakis pour le Coran et des professeurs. Parmi les professeurs, pour une personne qui a mémorisé le Coran entièrement, le plus connu, c'est Jean la Sunna, Cheikh Ashur. Très très fort dans le tajwid. Et même ses étudiants sont souvent plus forts que certains professeurs. Et pour une personne qui n'a pas mémorisé le Coran et qui veut débuter, alhamdoulilah, souvent des fois il y a des profs, des marakis, ils font aussi prof de Coran. Et ça souvent c'est des choses que, arriver là-bas ou avant de partir en Égypte, tu demandes à un frère ou des frères qui sont là-bas, est-ce que tu as un prof de Coran, est-ce qu'il est bien, etc. Et tu prends son contact. Mais là, il y a les marakis et les profs de Coran. Moi, il n'y a pas longtemps, je suis dans les marakis du Coran. Les shurut, il doit déjà avoir fait ses marakis en arabe. Il faut savoir, est-ce que c'est le cas de tous les marakis de Hibs? Là, ce truc-là que tu as vu, c'était pour une conférence. C'était pour comment expliquer ça? C'était pour les frères qui voulaient avancer de manière intensive. Mais de ce que je me rappelle, pour être parti au Markaz Diya pendant le Coran, c'est pas une condition d'avoir fini le Markaz. C'est vraiment pour la session intensive. Tu restes du Dhuhr, hatta l'Isha, pour faire que du Coran. Là, les shurut, c'est que tu as fini le Markaz. Mais ça, c'est une session intensive, c'était des sessions. Mais Markaz Diya, non, pour une personne qui n'a pas fini le Coran, il y a une place pour lui. Non. Est-ce qu'en allant en Égypte, tu recommandes des choses à prendre de France, par exemple des livres ou quelque chose en particulier de France qui a pas peut-être là-bas? Wallahi, ça va dépendre. Alhamdoulilah, souvent tu peux trouver ce dont tu as besoin. Wallahi, je sais pas. Je sais qu'il y a tu as besoin de choses. Là, ça me vient pas en tête. Inch'Allah, je repars dans 20 jours, Inch'Allah, en Égypte. Allah nous facilite. Et je te dirai ce que j'aurais pris, Inch'Allah. تتكلم إن شاء الله فقط ممكن تغلق يعني نعم عندنا بعض الأسئلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Pour faire rapidement, pour rajouter des précisions par rapport aux questions qui ont été posées, j'avais demandé une journée type d'un étudiant. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle tu pars en Égypte, celui qui part pour étudier, qu'il soit focalisé sur ses études. Comme le frère il a dit, il a parlé du temps. Le temps il passe très très vite. Très très vite. Et il y a des frères, subhanallah, ils partent à un moment et ils ont peut-être plus l'opportunité de revenir. Quand ils rentrent en France, peut-être ils repartent plus en Égypte. Quand tu es en Égypte, que tu saches réellement pourquoi tu as voyagé. Est-ce que c'est pour faire le touriste? Est-ce que c'est pour aller à la montagne avec les frères? Aller à la plage? C'est pas que c'est interdit, mais toi tu as un objectif. Il y a des frères, ils perdent leur temps en Égypte. Quand il y avait un frère, il avait demandé quel niveau on peut atteindre. Un niveau assez bien. En combien de temps on peut atteindre un niveau en langue arabe? Le frère, il a répondu. Ça dépend d'un élève à un autre. Est-ce que toi, quand tu as fini tes études, tu vas te divertir à la plage, tu vas jouer au foot avec les frères, ou alors toi, quand tu as fini tes études, la première chose que tu fais, tu rentres dans tes cours. Il y a des frères, ils arrivent à un niveau plus que satisfaisant en 6 mois. Il y a des frères, ils restent 2 ans, ils ont un niveau plus que médiocre. Pour quelle raison? Parce que lui, il a passé son temps à aller faire du tourisme.
L'autre, il a passé son temps son nez dans les études. Ça dépend d'une personne à une autre. Moi, quand j'étais en Égypte, j'ai rien vu de l'Égypte. J'avais le nez dans mes cours. Pour quelle raison? J'étais conscient que ce privilège-là qu'Allah m'a donné de visiter, de voyager vers l'Égypte, il n'est pas donné à tout le monde. J'ai été là-bas, je me suis dit j'ai un butin. J'irai pas me divertir tant que le butin, je ne l'ai pas pris. Donc c'est là que tu vois la différence entre la journée type d'un étudiant et de quelqu'un qui il veut étudier, il veut un peu. C'est pas interdit, on ne lui dit pas que c'est pas bien. Tu peux aller à la montagne, à la plage, à la mer. Du moment que tu restes dans un cadre qui est licite, tu peux. Mais ne t'étonne pas par la suite si toi, tu as fait 1 an ou 2 en Égypte et que ton niveau il est médiocre et que tel frère il a fait 6 ou 8 mois, il a un niveau qui est excellent. Et les frères que tu vas trouver qui sont un très bon exemple dans leur manière d'étudier, bien souvent, malheureusement, ce ne sont pas nous. Quand je dis nous, je parle les Français. Tu vas trouver des tollab, masha'Allah, tabarakallah, des Libyens ou des gens du Maghreb. Pas des frères de France d'origine du Maghreb, des vrais Maghrébins qui viennent d'Algérie, qui viennent du Maroc par exemple. Ils sont mujtahid dans l'ilm. Le frère, il parlait de la bonne compagnie. Effectivement. C'est elle qui va te permettre d'optimiser ton temps. Tu marches avec les frères qui te sont profitables. Le conseil que moi je vais vous donner par rapport à ça. Moi, personnellement, j'ai fait mes études pendant à peu près mes 6 derniers mois d'études. J'avais tout le temps les mêmes frères dans ma classe. Il y avait 5 ou 6 frères, c'est des frères de France. Ils n'ont jamais su que j'étais français. Et ils l'ont su à la fin, quand je travaillais dans le Marquez, ils ont vu mon passeport. Ils m'ont dit, t'es français. Ils pensaient que j'étais américain. Je ne traînais pas avec les Français. J'étais soit avec des frères des Bahamas, soit avec des Américains, ou soit avec des Égyptiens. تستفيد منهم تتكلم يعني tu parles avec eux en langue arabe. Parce que le fait la langue arabe, c'est une langue vivante. Ça, c'était un Cheikh Abdurrahman ibn Auf Kouni, hafidhahullah ta'ala, qui est un grand savant de la langue arabe. Peut-être actuellement, le plus grand savant de la langue arabe. C'est un burkinabé malien. Il vit à Médine. Et une fois, il nous avait dit, lorsqu'on faisait l'ajroumia avec lui, il nous avait dit que la langue arabe, c'est pas une langue, ou plus précisément le nahou, la grammaire, c'est pas juste des règles théoriques que tu apprends comme ça, que tu mémorises dans ta tête. C'est plutôt une langue que tu dois sans cesse mettre en pratique. Sans cesse mettre en pratique. Tu la pratiques pas, tu peux rester 1 an, 2 ans, tu la pratiques pas, tu n'auras pas un bon niveau, notamment en expression orale. L'arabe, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu fais ton merkez, tu te bases que sur tes études du merkez, ce que tu as appris dans le merkez, tu ne le mets pas en pratique, ton cerveau, ce n'est pas un ordinateur. Tu vas être amené à oublier ce que tu as appris. Et les salafs, ils étaient comme ça. Ils disaient, on maintenait notre hifz, ce qu'on avait mémorisé, en le mettant en pratique. Donc le fait que toi, tu sortes du Marquez, tu sortes de tes 2 heures de cours, puis tu restes avec les frères de France et vous parlez français. C'est pas une bonne chose à faire. De même que le frère, il a parlé par exemple de la colocation. Effectivement, pour des frères qui partent là-bas en Égypte, qui sont célibataires, pour essayer de rester un maximum là-bas, parce que c'est vrai que votre plus grosse dépense, c'est le merkez et votre loyer. La nourriture, c'est vraiment pas cher. Même si moi, j'y étais il y a 10 ans en arrière, un peu plus de 10 ans en arrière, les prix, c'est plus les mêmes.
Mais malgré tout, manger en Égypte, ça ne coûte pas grand-chose. Ta plus grande dépense, c'est ton merkez et ton loyer. Donc si tu veux rester un maximum de temps, bi'idhnillah, et que tu es célibataire, alors effectivement, faites de la colocation. Par contre, le conseil que moi je veux vous donner, il faut vous mélanger. Ne restez pas entre vous comme ça, entre frères de France, pour plusieurs raisons. D'un point de vue scientifique, effectivement, vous allez être amené à passer votre temps à parler en français. Et également, d'un point de vue du comportement. Parce que souvent, les frères de France, quand on voyage, que ce soit vers les pays du Maghreb ou même en Égypte, les frères de France, on va dans ces pays-là et on va là-bas avec les mauvaises habitudes qu'on avait ici en France. Masha'Allah, le frère, lui, maintenant, il y est, aujourd'hui, je le sais. Dans les cours, chez les mashaykh, il y a quand même de plus en plus de frères de France, même s'ils ne sont pas énormes, mais il y a plus de frères de France qu'à mon époque. À mon époque, la plupart des frères de France, ils n'étaient pas chez les mashaykh. Et j'irai encore plus loin, une minorité d'entre eux, ils étaient dans les markez des gens de la Sunna. La majorité, ils étaient al-Fajr. Ils étaient dans des marakis de déviants. Fa'ala kulli hal, mélangez-vous. Habite avec un Libyen, un Américain, un Russe, un Kazakh et toi tu es un Français. Comme ça, vous êtes sans cesse en immersion totale. C'est l'immersion qu'il vous faut. Quant au fait de rester comme ça avec les frères de France, moi j'ai connu un frère, subhanallah, qui m'a parlé d'une connaissance à lui. Il a vécu 3 ans là-bas, à Tajam al-Khamis. Un quartier s'appelle Khamis. Il y avait un quartier où il n'y avait que des frères de France. Ce frère-là, ça faisait 2 ans qu'il habitait là-bas. Il ne parle pas l'arabe. Il ne parle pas l'arabe. Ce qu'il a fait, c'est que lui, il a choisi exprès ce quartier-là pour rester avec des Français, où il avait un commerçant en bas de chez lui. C'est un Égyptien, un chrétien, qui parlait français. Et quand il avait besoin de faire des papiers, il avait tout le temps besoin des frères. Il ne voulait pas se mélanger, subhanallah. Et lui, il a été là-bas, ce n'était pas pour des études. Il avait été là-bas pour la hijra. C'est encore pire, normalement il aurait dû se mélanger au peuple. Lui, il est resté que entre Français et il ne peut pas se débrouiller. C'était comme un enfant, subhanallah. Il avait tout le temps besoin des frères. Fa'ala kulli hal, mélangez-vous. Et vous allez voir que même le fait d'être mélangé avec d'autres personnes, ça va vous ouvrir l'esprit. La manière de voir les choses, la manière de patienter face aux épreuves. Parce que des fois, nous, souvent, subhanallah, c'est pas tout le monde, mais c'est souvent ça. On est connus pour ça, nous, les frères de France, d'être des gens qui se plaignent très très vite. Tu vas voir qu'il y a des frères, par exemple des frères qui viennent d'Afrique, ils ont bien moins que toi. Et ils se reconnaissent envers Rabbi. Et c'est des gens, même dans Talab al-Ilm, tu vas les voir, les frères du Sénégal, des Maliens. Tu les vois, ce sont des frères qui parlent peu. Mais quand ils parlent, subhanallah, ils parlent avec ilm. Ce sont des gens qui sont éduqués. Et les salafs, ils étaient comme ça. Ils parlaient peu. Mais quand ils parlent, tastafid minhu. Le peu de fois qu'il va parler, tu vas profiter de ce qu'il est en train de dire. Wa kadhalika, il y a des fois où tu profites même du silence des frères. Et ça t'éduque. C'est une bonne compagnie. Le frère, il est patient. Le frère, il est modeste. Quand il parle quand c'est nécessaire. Il parle pour dire du bien. C'est cette compagnie-là qu'il faut chercher. Il y a une question qui a été concernant les cours pour les femmes et pour les enfants. Les cours pour les femmes,
notamment les cours d'arabe, les marakiz. C'est vrai que, subhanallah, c'est un problème qui est récurrent souvent, c'est les cours pour les sœurs. Des fois, c'est très très dur de trouver des cours de qualité pour les sœurs, parce que soit tu vas trouver des profs femmes qui sont très 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 compétentes. Ça, c'est facile à trouver. Cependant, tu vas trouver que cette muallima, cette professeure-là, elle a des shubuhat. Et ça, c'est pareil, comme le frère disait, il y a des choses, on ne peut pas vous le cacher. Que vous partiez là-bas, vous idéalisiez votre séjour là-bas et vous tombez entre les mains de personnes qui sont malveillantes. Tu peux tomber sur des professeurs femmes qui soient égyptiennes ou syriennes et subhanallah, qu'il y a des shubuhat. Et ces shubuhat-là qui peuvent être fatales pour toi, pour le reste de ton séjour en Égypte. Parce que l'Égypte, comme il a dit le frère, barakallahu fih, l'Égypte, c'est un pays qui a été éprouvé. Jusqu'à maintenant, il est éprouvé. C'est mélangé. Il y a des gens que tu penses être des gens de la sunna, alors qu'ils ne le sont pas. C'est des takfiri, des khawarij. Il y en a. C'est pour ça qu'il faut voir clair. Quand vous allez là-bas, le mieux, la plupart du temps, ce qu'ils font les frères, ils demandent à leur prof. S'ils ne connaissent pas une prof particulier pour leur femme. Parce que des fois, dans les marakiz, ça arrive. Je ne vais pas dire le nom du merkez, mais c'est vrai que ce merkez-là, il est mélangé. Il est mélangé du point de vue des enseignants et du point de vue des tollab. Mélangé dans le sens, tu es avec des déviants, tu es avec des gens plus ou moins déviants, tu es avec des gens qui sont plus ou moins dangereux. Du coup, pour les sœurs, qu'est-ce que certains font? Ils leur ramènent des profs en particulier à la maison. Ça, c'est un budget. D'accord? C'est un budget. Maintenant, il faut savoir pourquoi on va là-bas. Et se donner les moyens. Moi, j'ai connu un frère, il est parti là-bas. Il m'a dit, moi, ma femme à la maison, ni elle fait à manger, ni elle fait le ménage, pas même un café. Il m'a dit pourquoi? Je veux qu'elle soit focalisée sur ses cours d'arabe et de Coran. Il m'a dit, je lui paye une prof, elle vient tous les jours. Elle lui fait du Coran et de l'arabe. Il a dit, à côté de ça, je lui paye une femme de ménage. Il a mis sa femme à l'aise. Ça, c'est si tu as les moyens. Lui, pourquoi? Il m'a dit, je veux que ma femme, parce qu'il le sait très bien, que ce soit en France ou là-bas, ça peut être une difficulté pour trouver des cours de qualité pour des sœurs. Il m'a dit, j'ai voulu la mettre dans le confort, le meilleur des conforts. Elle ne fait pas à manger. J'ai une femme de ménage qui nous fait à manger. Elle ne fait pas le ménage, elle ne fait pas rien du tout. Même un café, elle ne le fait pas. Elle reste focus sur ses cours. Pour les enfants, effectivement, il y a des enfants, ils sont aussi dans les marakiz pour adultes. Sinon, il y a ce qu'on appelle al-hadana. Al-hadana, ce qui est bien, comparé au pays du Maghreb, l'Égypte, c'est vrai que c'est un pays où on y va pour étudier. Par exemple, des frères me disaient que dans les pays du Maghreb, avant 6 ans, il n'y a pas grand-chose. Les hadana en Égypte, je vais prendre l'exemple moi de mon fils, le plus petit. Bon, maintenant il a 15 ans, mais à l'époque, quand on y était, il avait 2 ans. C'est le seul qui n'a pas étudié l'arabe. Par contre, il a fait 3 mois de hadana. Il a appris un hizb du Coran avant de savoir parler, même en français. Il ne savait pas parler français. Il avait 2-3 mots. Abi, Ummi, et peut-être 2-3 mots supplémentaires. Il a appris un hizb du Coran avant d'avoir appris à parler. Pour vous dire que, quand le frère disait que le meilleur pays pour apprendre la langue arabe, ou même le Coran, c'est vrai, c'est l'Égypte. Ce sont des professeurs qui ont une pédagogie que tu trouveras nulle part ailleurs. Même en Arabie, souvent les profs de Coran, ils les font venir d'Égypte. Ils ont cette manière d'enseigner que tu ne trouveras pas ailleurs.
Donc des fois, il faut se renseigner sur les hadana. Il y a Cheikh Khalid, il a une hadana. Je crois qu'il a changé le nom, mais à l'époque, ça s'appelait Dar Abna al-Salaf. Je ne sais pas s'il a changé. Fa'ala kulli hal. Les enfants, ils ont cours là-bas le matin. Ils commencent peut-être à 8h. Ils finissent soit à 12h ou soit à 14h. Et ils sont avec des muallimat. Ils apprennent le Coran. Ils apprennent l'arabe. Ils apprennent des moutounes. Et ils sont, machallah, ils sont encadrés. Il y a eu une question par rapport aux études de langue arabe et les mashaykh. Alhamdulillah, il a bien répondu. Dans le sens où ça peut être différent d'un élève à un autre. Et il y a des frères, souvent, comme il l'a mentionné, ils font cette erreur-là. Et nous, on l'a vu ça. Des frères qui avaient un niveau d'arabe quasi inexistant. Si ce n'est lecture et écriture, et peut-être un peu se faire comprendre. Ces frères-là, à un moment, on les a vus déserter le Merkaz. C'était des frères de Kazakhstan. Les frères du Kazakhstan, souvent ce qu'ils font, c'est pas tout le temps, mais souvent, ils sont en groupe. Et parmi eux, ils désignent un émir, comme un chef parmi eux. Et souvent, c'est le plus avancé, en arabe et dans l'ilm shara'i. Le problème, c'est que ce que va faire leur émir, tout le monde va le suivre. Leur émir, il allait au cours, à l'époque, c'est de Cheikh Khalid. C'était après l'Isha. C'était tard le soir. Ces frères-là, ils allaient avec leur émir. Et le lendemain, ils avaient cours à 8h du matin. Et ils ne venaient pas. J'ai été amené, moi, à appeler ces frères en leur demandant pourquoi vous ne venez plus. On voit que vous êtes absent. Pourquoi vous ne venez plus? Ton prof, il m'a demandé de t'appeler. Et le frère, il a voulu m'expliquer la raison. Mais de par justement la faiblesse de son niveau en langue arabe, on n'arrivait pas à se comprendre. Du coup, il est venu me voir directement dans le bureau. Je lui ai dit, explique-moi. Il n'arrivait pas à m'expliquer. J'ai dû appeler un russe. Parce que les Kazakhs et les Russes, ils ont un dialecte qui sont à peu près similaires. Ben en fait, il s'est expliqué. Il a dit, voilà, il ne faut pas qu'on délaisse les assises chez El-Mashayikh. Le frère, il a parlé tout à l'heure de soit du laxisme, soit de l'exagération. Ce frère-là, il a dit, nous, on va aller chez le Mashayikh. J'ai dit, ok, le cheikh, il fait quoi comme cours? J'ai dit, dis au frère, j'ai parlé au frère de Russie, demande-lui, tu vas à quel cours? À l'époque, Cheikh Khalid, il faisait Kitab al-Tawhid. Et j'ai dit au frère, mais demande-lui s'il comprend ce que dit le cheikh. Il a dit, non, je ne comprends pas. Comment tu fais alors? Il a dit, ben en fait, nous, on va avec notre émir, on se met dans le fond de la mosquée, et on est tous autour de l'émir, et le cheikh, il fait son dars. Et le frère, notre amir, il nous traduit tout doucement, en simultané, ce que vient de dire le cheikh. Mais on lui a dit, mais toi-même, si tu n'as pas ton amir qui te traduit, s'il n'est pas là, la science, tu ne l'apprends pas. Tout ça pour vous dire que il y a un juste milieu. Allez apprendre l'arabe, avancez en langue arabe et progressivement vous allez chez le mashayikh. Comment vous allez débuter votre lien avec le mashayikh? Comme il a mentionné, au minimum allez faire khutbat al-jumu'ah. C'est une fois dans la semaine. Même si tu trouves que c'est un peu loin de chez toi, c'est une fois dans la semaine. Allez faire khutbat al-jumu'ah. Renseignez-vous, parce que des fois, je ne sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, les mashayikh, ils n'étaient pas tout le temps dans le même masjid. Ils tournaient. Il fallait se tenir au courant. Cheikh, aujourd'hui, là, quel masjid? Il faut y aller. D'accord? Mais c'est pareil pour l'autre extrême. Il y a des gens, ils sont que dans, et on en a vu ça aussi, des frères de France ou autres, qui sont que dans le loura. Que dans le loura, que dans l'étude de la langue arabe. Et en plus de ça, c'est dans, effectivement, le Merkaz, qui n'a pratiquement, je dis bien pratiquement parce qu'il faut être juste,
Ils allaient dans un markaz qui a pratiquement pas de lien avec le din. Pratiquement aucun lien avec la religion. Du coup, ces frères-là, tu peux les trouver, c'est vrai. Très très fort en langue arabe. Mais tu vas voir que, subhanallah, le frère, il n'est pas thabit. Il n'est pas ferme dans sa religion. Au niveau du religieux, il est un peu laxiste. Il peut être amené à s'asseoir à des cours chez n'importe qui. Alors qu'on le sait, la science, elle n'est pas prise de n'importe qui. Concernant le fait de... Il y avait une question d'un frère qui avait demandé sur le fait de rassurer les parents avant de partir. Ça, malheureusement, des fois, subhanallah, c'est un problème que beaucoup de jeunes font, que ce soit pour voyager, pour des études ou pour la hijra. C'est qu'ils ne communiquent pas avec leurs parents. Ils leur imposent leur voyage. Alors que tu as un frère, tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu as tout planifié, toi, avec des frères, des connaissances que tu as. Peut-être, je ne sais pas, Allah alam, tu as parlé à un imam que tu connais, qui t'a conseillé. Et peut-être une semaine avant ton départ, tu en parles à tes parents et tu leur imposes ton départ. Ça, c'est un mauvais comportement. Et des fois, subhanallah, tu as l'impression que, souvent des fois on se dit, ouais, mais t'as vu, des fois les vieux, ils comprennent pas. C'est pas les vieux, ils comprennent pas, c'est peut-être toi, tu comprends pas comment tu dois leur exposer. Normalement, tu leur imposes pas comme ça. Il est évident que tes parents puissent avoir une certaine inquiétude. C'est une évidence. Tu pars dans un pays qui n'est pas le tien. Tu pars dans un pays étranger. Et en plus, tu les préviens une semaine à l'avance. Subitement, comme ça. Alors, il est normal qu'ils aient des inquiétudes. Tes parents, ils ont un droit sur toi. Et ce droit-là, il n'est pas négligeable. Il n'est pas négligeable, il n'est pas négociable. Ils ont un droit sur toi. Prépare-les à ton départ. Notamment pour celui qui veut faire le hijra, par exemple. Il est vrai que tu as des parents, ils ne connaissent pas ce concept-là. Pour eux, ils se disent, c'est nouveau, de quoi tu me parles? L'immigration. De quoi tu me parles? On n'est pas... Ils vont te dire, on n'est pas au temps des croisades, c'est fini ça. Ils ne le comprennent pas, ce concept-là. Explique-leur. Plutôt que toi, tu leur imposes comme ça, tu leur poses sur la table, demain je pars, eh bien, j'ai ma valise, je pars. Et en plus, tu ne pars pas dans ton pays d'origine, tu pars dans un pays étranger. Donc ça, il faut les préparer. Il faut les rassurer. Et comme l'a dit le frère, quand tu es là-bas, tu communiques avec eux. Et de cette manière-là, tu rassures tes parents. Un frère, il avait demandé concernant le temps de révision. Le temps de révision, c'est pareil. Il diffère d'une personne à une autre. Il ne faut pas exagérer aussi dans le temps de révision. À un moment, vous le verrez de toute façon, quand vous allez partir en Égypte, tu ne vas pas trouver ton rythme de travail dès le début. Surtout si toi, tu es quelqu'un qui a quitté les études depuis un certain nombre d'années et que là, tu redémarres, tu ne vas pas trouver ton rythme de croisière directement. Des fois, pour comprendre un cours, les premières fois, tu vas avoir besoin de réviser 1h30. Plus tu vas avancer, tu vas trouver que ta méthode de révision, elle n'est pas bonne. Tu vas la changer. Puis tu vas encore la changer. Puis il y a un frère qui va te donner une méthode. Puis ton prof, il va te donner une méthode. Au bout d'un moment, tu n'auras plus besoin d'1h30 de révision pour un cours, par exemple. Un cours de grammaire que tu as fait. Tu as étudié le lundi, tu dois prendre ton cours pour le mardi, pour le lendemain. Au départ, tu prenais 1h30 de révision. Plus tu vas avancer, tu vas trouver ton rythme. Tu vas voir que tu auras besoin peut-être d'une demi-heure. Parce que là, tu travailles avec une méthode. Tu ne vas pas le trouver dès le début. C'est vrai qu'on va trouver que chez certains étudiants, ils ont une facilité dans la manière de travailler. Le travail personnel à la maison, ils sont méthodiques. Et souvent, c'est des frères qui sortent fraîchement
de la fac, de l'université, ainsi de suite. Ou alors qui ont fini leurs études à la fac depuis pas mal d'années, mais qui ont un certain emploi. C'est des ingénieurs, c'est des docteurs. Donc ils sont très cérébraux. Et ils vont connaître leur manière de travailler. À un moment, concernant la méthode de travail, ça c'était un frère qui me l'avait dit. C'est un Libyen. Et il était tout le temps au masjid Nour al-Muhammadi. Et, subhanallah, il avait avec lui, il était assis par terre dans le masjid, il avait un réveil avec lui. Les vieux réveils là, les ronds là avec les trucs où tu appuies là. Et sur ce réveil là, il y a une fonction de chronomètre. Et toutes les 15 minutes, il tape dessus. Je l'ai vu faire ça pendant 3 fois. 3 fois 15. Et à la fin, il se levait, il est parti. Je lui ai demandé, je lui ai dit, Akhi, qu'est-ce que tu fais avec le réveil? Il m'a dit, c'est ma méthode de travail. Comment tu fais? Il m'a expliqué. Votre cerveau et votre mémoire, c'est comme un muscle. Et le cerveau, comme il est dit, c'est une mémoire, il retient les choses. Il m'a dit, ton cerveau, il faut l'habituer à travailler à des heures à peu près fixes. Il m'a dit, moi, j'ai divisé mon temps. Et je sors pas je déborde pas. Quand il y a un frère, il vient pour me parler alors que je suis dans ce temps-là, je lui parle pas. Boum, il appuie. 15 premières minutes, il fait du hifz al-Qur'an. Il ne se donne pas, lui, un nombre de pages bien précis. Il se base sur le temps, sur les minutes. 15 minutes, hifz pur, mémorisation pure. Il essaie de mémoriser un maximum pendant 15 minutes. Il a fini 15 minutes, boum, il rappuie, il remet le chronomètre à 0. Il repart pour 15 minutes. C'est quoi cette deuxième 15 minutes? Il essaie de réviser ce qu'il vient d'apprendre là. Les 15 minutes avant là, il les révise. Il essaie de réciter sans regarder dans le mushaf. Il a fini les 15 minutes, boum, il remet à 0. Et là, je me souviens, il ouvrait Kitab Tawhid. Il m'a dit, je fais de la lecture. Je lis Kitab Tawhid. Il faut organiser votre temps. C'est pour ça que ce soit en Égypte ou même ici, pour celui qui étudie ici, en France, vous n'avez pas besoin de vous imposer des grosses sessions de travail personnel. Parce que vous ne tiendrez pas. Par exemple, il y a un frère qui m'a demandé, il m'a dit, est-ce que si je fais 1h30 par jour de lecture, pour un frère qui débute dans la lecture en arabe, est-ce que je fais 1h30 par jour, est-ce que c'est bien? Je dis, tu ne tiendras pas, Akhi. Tu vas tenir peut-être 2 jours dans la semaine. Au bout de la 2e semaine, de la 3e, tu vas arrêter. Parce que c'est trop lourd pour toi, parce que tu vas me dire, je travaille, parce que ma mère elle m'a dit de faire les courses, donc j'ai dû y aller. Ce qui est essentiel, c'est un travail qui perdure dans le temps. Des objectifs qui sont courts et qui sont réalisables et que là, je peux me permettre de me les imposer. Par exemple, je fais 15 minutes tous les jours après le Fajr. À part une personne qui travaille de nuit. Qui c'est qui travaille? Le Fajr, il est là. C'est écrit à 4h22. Allez, 5h du matin. Qui c'est qui travaille directement à 5h du matin? Il y en a peut-être, mais c'est pas tout le monde, c'est pas courant. 15 minutes par jour. Tous les jours, 15 minutes. C'est largement faisable. Le frère est là. Il y a un frère qui a posé la question concernant le visa touristique et le travail. Effectivement, quand tu arrives en Égypte, le frère il a dit, tu vas remplir le papier, on va te donner un papier quand tu es dans l'avion, tu cases touriste. Quand tu vas faire ton iqama par la suite, tu n'as pas d'autre choix. Même si tu dis, oui, mais je ne suis pas un touriste. En fait, c'est soit touriste, soit étudiant. Visa étudiant pour eux, comme il a expliqué, c'est soit Al-Azhar, Jami'at Al-Azhar, ou Jami'at Al-Qahira,
l'université du Caire ou l'université de Al-Azhar. C'est-à-dire que toi, tu leur dis, je suis étudiant. Ok. Ils vont te dire, ok, ramène-moi un certificat d'études. Tu vas aller avec ton papier du Marquez, il n'a pas de valeur. Les Marakis en Égypte, ne croyez pas que c'est des choses, c'est des bâtiments officiels qui appartiennent à l'État, comme des universités, ou comme vous allez trouver à Jami'a al-Islamiyya fil Madina, l'université islamique de Médine, ou Qura Mecca. Non, c'est des appartements. Les Marakis, c'est des appartements que les profs, ils ont loués, ils ont aménagés, ils ont fait des salles de classe. Donc toi, tu vas là-bas en leur disant je viens de tel ou tel Marquez, tu lui demandes un papier, tu vas pour faire ton iqama, ils te le rendent ton papier, tu dis mais ton papier il ne sert à rien. Visa étudiant, c'est que tu es à l'Azhar ou l'université du Caire. Cependant, Jami'at al-Azhar, comme il a mentionné le frère, c'est une réalité. C'est des Ash'ari. Nous, on a connu des frères qui ont étudié là-bas, qui sont gangrénés. C'est pas ils sont touchés un peu. Il y en a, ils ont des choubourètes. Il y en a, ils sont gangrénés. Tu parles avec lui, si lui, il est amené à parler d'Aqida, je dis, mais le frère, il est Ash'ari. C'est obligé, il est Ash'ari, le frère. فلهذا, quand il y a eu des ulama qui ont dit aux frères, oui, pour avoir l'iqama, inscrivez-vous à l'Azhar, c'est plus comme maintenant. À mon époque, on le fait, certains l'ont fait, moi je ne l'ai pas fait, mais il y en a, ils le faisaient. Parce que l'université de l'Azhar, comme l'a mentionné le frère, c'est pas comme maintenant. Avant, tu pouvais faire ton inscription et tu ne vas pas en cours. Tu y vas juste pour passer les examens. Et quand, à partir du moment où tu es inscrit à l'Azhar, tu vas avec ton papier, on te donne l'iqama pendant 1 année. Toi et toute ta famille. Sauf que maintenant, depuis peut-être même plus de 5 ans, ça ne date pas que de maintenant, ils te demandent un quota. Il y a un quota. Il faut que tu sois présent. Dans la semaine, il faut que tu viennes, tu étudies dans la Jami'a. Si tu n'étudies pas, ok, on te désinscrit. Et même pour celui qui va à l'Azhar, des ulama, ils ont mentionné ça. Pour quelqu'un qui est mutqin fil aqida. Il connaît sa croyance correctement. De manière à ce pas, il va s'asseoir là-bas avec des profs, il lui glisse des shubuhat, ou si ce n'est pas ses profs, eh ben c'est les frères avec qui il étudie. Les frères de la Jami'a. Pour le travail, effectivement, sur l'iqama, sur le visa, on te met même nur min al-amal, tu es interdit de travailler. Mais il y a des frères, que moi j'ai connus aussi, qui ont pu travailler. Je crois que c'est toi qui avais demandé de travailler dans des sociétés égyptiennes. Il y a des frères, ils ont pu travailler. Comment? Ben, c'est des frères qui ont fait des études en France, qui ont des licences de, je sais pas, littéraires, en anglais, en français, ou qui ont des études scientifiques poussées. Tu peux postuler. Moi, j'ai connu des frères qui étaient professeurs dans des collèges ou dans des lycées. Et les collèges et les lycées en Égypte, ils sont reliés à l'Azhar. C'est-à-dire que toi, en gros, tu es un prof de maths dans un collège ou un lycée azhari. C'est-à-dire un collège étatique. Ce n'est pas des trucs au noir, c'est étatique. Et là, tu as un salaire, tu as un vrai salaire, et tu as ton iqama pour toi et toute ta famille. Sinon, après les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se débrouillent. Le frère l'a mentionné, il y a des frères qui font marcher leurs compétences. Le frère, il est plombier, le frère, il est électricien. Et les frères, j'utilise. Nous, à l'époque, on avait un forum qui s'appelait Hijra Égypte. Là, maintenant, depuis, vous avez, comme il a mentionné le frère, vous avez le groupe Telegram, ainsi de suite. Il y a des rubriques. Et il y a des frères, ils proposent leurs services. Je suis plombier. L'autre, je suis électricien. L'autre, il va proposer, il va se dire, voilà, moi, Souvent, ils le font, ça, les frères de France. Il te dit, moi, j'ai acheté un microbus et je fais le tour
Pour ceux qui veulent s'inscrire, en fait, lui, il fait le tour des maisons des frères. Il ramène vos enfants à l'école. C'est-à-dire, toi, tu as juste à descendre à 7h30 en bas avec tes enfants. Le frère, il a un microbus, il prend ton enfant. Après, il va chez l'autre frère, il fait le tour, il les ramène à l'école. Et après, il repart les rechercher à midi ou à 14h. Il les ramène chez vous. C'est des moyens de faire de l'argent. Tu fais taxi pour les écoles. Il y a d'autres sœurs, elles sont dans le... Parce que c'est important aussi, il y a des sœurs qui posaient des questions. Il y a des sœurs, elles sont dans la cuisine. Il y a des sœurs, elles sont dans la couture. Il y a toujours moyen de faire de l'argent. Pour pouvoir si ça peut te permettre de soit payer tes études ou soit payer ton loyer, alors c'est pas négligeable. Et un frère a demandé en combien de temps finir à Marquez. Il y a des frères, ils vont le finir en 4 ans, il va finir à Marquez. En 4 ans. Pour quelle raison? Tout simplement, le frère, il vient pas, il vient pas. Il étudie, il arrête 3 mois. Il a été, par exemple, tu as été jusqu'en Moustawa 2. Moustawa 2, tu t'es arrêté. Tu as arrêté 3 mois. Tu reviens. Tu penses que tu vas retourner en Moustawa 2. Mais pendant tout ce temps-là, les 3 ou 4 mois que tu n'as pas étudié, ton arabe, tu l'as perdu. Donc, tu ne reprends même pas au Moustawa 2. On va te faire un examen, il se peut qu'on te dise, toi, ton niveau, c'était midi. Et tu perds comme ça. Comme il y en a d'autres, en 6 mois, ils finissent. Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver là-bas, il a étudié, il a pris de l'avance, il arrive là-bas, il a un Moustawa qui a avancé. Concernant la mauvaise concurrence que tu peux trouver entre les frères, ça c'est une réalité aussi. C'est pas tout le temps, c'est pas chez tous les frères, alhamdoulilah, mais des fois il y a, effectivement, comme le frère l'a mentionné. Des fois tu vas trouver des frères, le frère il t'a jamais parlé. Tu le croises pratiquement tous les jours, il ne te parle pas. Il te passe peut-être même pas le salam. Le jour où il va te passer le salam, c'est pour te demander dans quel Moustawa tu es. Si tu lui dis que tu es en Moustawa 2 et que tu lui demandes, toi, tu es dans quel Moustawa, qui te dit je suis en Moustawa 5, ça peut arriver. Il va avoir le sourire. Et si tu lui dis que tu as un Moussawa au-dessus du sien, il va te demander comment ça se fait, qu'est-ce que tu as fait, où tu étais avant, et ainsi de suite. Sachez que le numéro du Moustawa, c'est pas lui en réalité qui va traduire réellement ton niveau. Pour ça, les frères, il ne faut pas courir derrière le numéro comme ça, le chiffre là. Il ne faut pas courir derrière ça. Tu vas trouver des frères, ils sont en Moustawa 2 et toi tu es en 5. Et moi je l'ai vécu ça personnellement. Tu vas trouver des frères, ils sont plus avancés que toi. Moi j'étais en Moustawa 5 et c'était en plein été. Il y avait une classe de frères, ils étaient en Moustawa 2. Et le prof, vu qu'il faisait chaud, il avait laissé la porte de sa classe ouverte. Et moi je sortais de mon cours. Et je vois les frères du Moustawa 2, l'adhan. Ils étaient en train de dialoguer entre eux avec une aisance. Une aisance que nous-mêmes, on n'avait pas alors qu'on était en Moustawa 5. وهكذا. إلى هنا نقف. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا أخي.